Baie-Saint-Paul a tenu son 5e conseil de ville de l'année lors de la séance ordinaire du 12 mai dernier. Rencontré suite au conseil, le maire Michael Pilote a commenté les annonces de ses conseillers municipaux qui ont informé les citoyens qu'ils allaient se représenter à leur poste aux prochaines élections municipales du Québec. Bien, je pense quand même que c'est des nouvelles positives, hein. On voit qu'on a un beau climat de travail ici au conseil municipal de Baie-Saint-Paul. Lorsqu'on se déplace, puis lorsque j'interagis avec d'autres maires, mairesses à travers le Québec, des fois, on me dit « Nous, dans notre conseil, il y a des chicanes, il y a des plaintes à la commission municipale, c'est divisé en deux clans. » Tandis qu'ici, on voit que les gens vraiment sont soudés, on a une belle équipe. Je crois aussi, de ce que j'entends de certains hauts fonctionnaires de la Ville, ça a avancé les dossiers dans ce mandat-ci comme ça ne l'a jamais avancé. Des fois, j'ai vu dans le passé qu'il y avait un peu de deux clans, on va dire ça comme ça, là, parmi les membres du conseil. On est quand même soudés, d'ailleurs. Hein, on fera l'objet d'un reportage là, qui sera diffusé à Radio-Canada juste avant les élections municipales. Hein, le conseil municipal de Baie-Saint-Paul est cité en exemple. Donc, moi, je suis bien heureux de savoir que les gens veulent qu'on continue de travailler ensemble. Moi aussi, hein, je serai en élection là, lors de l'automne prochain. Hein. Je pense que je l'avais déjà annoncé, mais je veux garder mon rôle de capitaine, donc de maire de la ville de Baie-Saint-Paul, et de savoir que les gens veulent qu'on continue de travailler ensemble. Ce sont de bonnes nouvelles. Il y a évidemment M. Bessane-Xavier qui a fait l'annonce qu'il ne revenait pas. C'est compréhensible. Hein. Je pense qu'il arrive à 30 ans à la fleur de l'âge, qu'il y a déjà deux jeunes enfants, des défis professionnels aussi qui se présentent à lui. Donc, je pense que c'est des raisons qui sont bien compréhensibles, puisque s'impliquer en politique municipale, ça demande énormément, hein, que ce soit comme maire ou que ce soit comme conseiller. Comme maire, à tout de moins, c'est à temps complet. Donc, moi, c'est mon travail au quotidien d'être à la mairie de la ville. Mais les conseillers et conseillères, eux, à Baie-Saint-Paul, ils ne sont pas à temps complet. Donc, ils doivent conjuguer un emploi, le rôle de conseiller et la famille. Donc, travail, famille. Donc, ça fait quand même des semaines assez intenses. Il faut s'impliquer. Hein, et lorsqu'on pense qu'on va en politique pour faire du lundi au vendredi de 8 à 5, bien, c'est pas en tout dans cette direction-là. Il y a des rencontres en soirée, il y a des rencontres pendant des journées de la semaine, des événements le week-end où on doit être présent pour faire de la représentation. Donc, ça demande beaucoup. S'impliquer en politique, là, c'est pas toujours facile de répondre aux citoyennes, de pouvoir aussi être en mesure de prendre la critique, hein, puisque ça, la première fois qu'on a des critiques sur Facebook, entre autres sur les réseaux sociaux, des fois, on dit « Oh, là, ça commence », on finit par s'y habituer, mais c'est pas facile aujourd'hui d'être en politique, mais je pense encore que c'est une merveilleuse aventure et d'avoir la chance d'améliorer le quotidien de nos citoyennes et de nos citoyens, c'est une chance qui ne passe pas tous les jours. Le maire Pilote s'est également dit réjoui de la construction annoncée d'une première usine dans le parc agroalimentaire Baie-Saint-Paulois. On est bien heureux, hein, à chacun son pain. Ils seront les premiers à faire leur entrée dans le parc agroalimentaire de la ville de Baie-Saint-Paul, un projet qui est dans les cartons de la ville depuis maintenant plusieurs années, là, de voir qu'on signe une première promesse d'achat avec un peu plus de 100 000 $. C'est un terrain qui sera vendu, il y aura des taxations qui vont se payer là, prochainement. Par la suite, il y aura des ententes, tout ça, mais c'est des projets qui vont créer des emplois, c'est des projets qui vont faire rayonner la ville. Il y a d'autres entrepreneurs qui sont en discussion avec la ville. Donc, dans les prochaines semaines, on aura encore d'autres entérinnements là, de promesses d'achat. Mais c'est intéressant. Des fois, j'entendais des gens qui disaient « Ah, le projet parc agroalimentaire, c'est un éléphant blanc. Ça avait été annoncé en grande pompe par la Ville. Il n'y a rien qui s'est fait. » Donc, des fois, il faut être patient en politique. Ça, c'est une des choses que j'ai appris, hein, que j'ai apprises lorsque je suis arrivé comme conseiller avant d'être maire. Il faut se laisser du temps parce que ça n'arrive pas du jour au lendemain. Et là, on va voir le parc agro là, qui va commencer à se réaliser. Donc, bien heureux que la première promesse d'achat là, soit signée ce soir. Michael Pilote indique que la Ville considère d'un bon œil le développement de cette fibre agroalimentaire sur son territoire. Bien, c'est des choix qui ont été faits. Dans le passé, on a vu du côté de Saint-Urbain, eux ont eu le parc là, industriel, Baie-Saint-Paul plus le secteur agroalimentaire. Il y a quand même là, un marché pour cela. Il y a plusieurs personnes qui appellent à la Ville, qui ont des projets. On est en discussion. Donc, moi, je suis convaincu que dans les prochaines années, là, ce projet-là sera une réussite. Le maire a également rappelé l'importance du transport actif sur le territoire de la Ville. Il a souligné que son administration financera 2 projets qui s'inscrivent dans cette lignée au courant des prochains mois. Bien, le but, c'est d'encourager la mobilité durable, hein, que les gens puissent se déplacer à pied ou encore à bicyclette. Au niveau du quartier Transim, on a le parc du Gouffre hein, qui a été abîmé par les inondations du 1er mai 2023. On va retravailler sur le tronçon cyclable. On va réinjecter de la poussière de pierre pour que les gens puissent se déplacer. C'est payé à 50 % par le ministère des Transports et de la Mobilité durable. On a aussi au niveau du quartier des Moissons, on avait dans l'entente promoteur négocié avec le promoteur que la Ville allait
payer la facture pour l'établissement, la construction, en fait, d'une voie cyclable aussi qui sera asphaltée. Et il y avait aussi pour joindre le tout avec la 138, là, ou l'ancienne clinique vétérinaire. Là, ça, c'était des choses qui étaient en attente. Donc, on réalise des choses qui étaient déjà prévues, mais ce qu'on veut, c'est encourager encore les gens à se déplacer là, sans la voiture à Baie-Saint-Paul. Voici maintenant la présentation du conseil municipal de mai 2025. La séance ordinaire a débuté avec l'adoption de l'ordre du jour. Donc, bonsoir, bienvenue à cette séance du conseil municipal de la ville de Baie-Saint-Paul. Ce soir, on aura également le dépôt des états financiers qui sont présentés par le vérificateur qui est présent parmi nous ce soir. Je souligne également au passage la présence de notre directrice des finances, Mme Isabelle Dufour, qui est parmi nous ce soir. Donc, bonne soirée. Sur ça, sans plus tarder, je vais demander à notre greffier, M. Émilien Bouchard, de procéder, s'il vous plaît, à la lecture de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance ordinaire se tiendra le lundi 12 mai à compter de 19h à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forgette, Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront les suivants, à savoir en ouverture de la séance, en B, adoption de l'ordre du jour, en C, lecture au dépôt des minutes 1, présentation et dépôt des états financiers au 31 décembre 2024, en 2, rapport du maire sur les faits saillants des états financiers 2024. En 3, adoption d'une résolution pour déterminer le mode de diffusion du rapport du maire sur les faits saillants. Et en 4, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mars 2025. En D, règlement 1, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineur D 2025-10 pour le 233 rang Saint-Gabriel de Pérouse-Sud, suivi en 2 de son adoption s'il y a lieu. En 3, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2025-11 pour le lot 4 001 601 Montée-Tourlognon, suivi en 4 s'il y a lieu de son adoption. En 5, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2025-12 pour le 166 chemin du Cap-au-Corbeau Sud, suivi en 6, l'adoption s'il y a lieu de la demande de dérogation mineure. En 7, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2025-13 pour le 235 terrasse La-Rémy, suivi de son adoption s'il y a lieu en 8. En 9, adoption finale du règlement numéro R899-2025 ayant pour objet de modifier le règlement sur les usages conditionnels R636-2015 afin d'autoriser une unité d'habitation accessoire pour un garage d'une habitation bifamiliale dans la zone H122, suivi en 10 l'adoption finale du règlement numéro R900-2025 ayant pour objet de modifier le règlement sur les usages conditionnels R636-2015 afin d'autoriser hors du périmètre urbain la conversion d'un bâtiment utilisé comme ressource intermédiaire en habitation multilogement. 11. Consultation publique portant sur le règlement R904-2025 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage R630-2015 afin d'autoriser l'usage de résidences de tourisme en zone H-029 et de retirer cette autorisation en zone F520, suivi en 12 de l'adoption du second projet de règlement R904-2025. 13, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R905-2025 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro R630-2015 afin d'autoriser l'usage spécifique de vente au détail de piscines, de spas et de leurs accessoires dans la zone C-224, secteur boulevard Monseigneur de Laval, suivi en 14 l'adoption du premier projet de règlement R905-2025. 15, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R906-2025 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage R630-2015 afin d'agrandir la zone H156, suivi en 16 l'adoption du premier projet de règlement R906-2025.
En 17, adoption du règlement R903-2025 décrétant une dépense et un emprunt d'un montant de 1 335 000 remboursable sur une période de 15 ans, visant des travaux de pavage et de réfection de la côte de Pérou et de la rue du Ruisseau Michel, le tout y incluant les honoraires professionnels, les imprévus ainsi que les taxes nettes. Résolution, administration et législation 1. Résolution pour l'annulation du vote par correspondance. En 2, à chacun son pan, acceptation de la promesse d'achat. En 3, programme d'aide à l'entretien du réseau routier local, rapport de vérification. En 4, demande à la Régie des alcools, des courses et des jeux, réseau resto tremplin gourmand, un permis de restaurant incluant la terrasse. En 5, dépôt de demande d'aide financière, programme d'aide aux infrastructures du transport actif. A, transport actif dans les périmètres urbains TAPU. B, Véloce 3. En 6, sécurisation de la toiture de l'hôtel de ville, décret. En urbanisme et mise en valeur du territoire. En 7, demande de permis en zone PIA, Montée-Tour-l'Oignon, le lot 4 001 601. 8, émission des permis, mandat à la firme Urbanisme et Ruralité. 9, comité consultatif d'urbanisme, renouvellement de mandat et nomination s'il y a lieu. Loisirs, parcs et culture. 10, association du hockey mineur Charlevoix-Ouest, contribution financière. 11, dépôt de la demande de financement à l'ARLPH au programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées pour le 4 jours. 12, prolongation de l'entente en développement culturel 2024. Dans l'affaire nouvelle délégation, demandes diverses. 1, défi bouger en cœur, participation de la ville. En 2, association de la conservation de la vallée du Gouffre, commandite. En 3, comité de retrouvailles de Saint-Aubin, près de l'aréna le 6 juin. Suivi en G de la correspondance, H, lecture des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois d'avril 2025. 1, adoption des comptes du mois. 2, dépôt de la liste des amendements et des transferts budgétaires. 3, dépôt du rapport des délégations. Suivi en I de la période d'intervention des membres du Conseil, en J des questions du public et en K, levée ou ajournement de la séance. Merci, M. Bouchard. Donc, je vais prendre une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Je vais proposer. Donc, j'ai M. Boily qui propose et j'ai M. Fizette qui seconde. Le Conseil de ville a ensuite procédé à la présentation et au dépôt des états financiers de l'année 2024. On y apprenait que la ville a généré un excédent de fonctionnement annuel de 803 000 $ au cours de l'année dernière, ce qui porte son surplus non affecté à 2,7 millions de dollars. Autre fait saillant, le pourcentage de remboursement de la dette à long terme sur les dépenses réelles de la ville a diminué au cours du dernier exercice financier pour s'établir à 17,39 %. Maintenant, on s'en va en C1, présentation et dépôt des états financiers au 31 décembre 2024. Donc, je vais inviter M. Sébastien Roy à prendre place à l'avant de la firme comptable pour nous présenter les états financiers. Alors, bonsoir. Vous allez avoir aussi une présentation à l'écran, je pense. J'espère. Oui. Parfait. Ouais. Donc, présentation ce soir des états financiers de la Ville de Baie-Saint-Paul pour l'exercice du 31 décembre 2024. La présentation va se faire en 4 étapes. Donc, on va d'abord parler du surplus de l'année. On va ensuite parler des surplus accumulés. On va poursuivre avec les projets d'investissement, puis on va finir avec l'état de la dette à long terme. Donc, le résultat cette année. Donc, le résultat dans une municipalité, c'est comme toute entreprise, là, ça vient des revenus et des dépenses, mais il y a un troisième élément qu'on doit tenir en compte dans une municipalité, donc les éléments de conciliation. Donc, on va voir chacun de ces 3 éléments-là pour commencer, puis ça va nous donner notre surplus là, pour l'année. Donc, le premier élément étant les revenus de fonctionnement. Donc, vous avez à l'écran
les différents types de revenus de fonctionnement par source. Donc, vous êtes en mesure de remarquer que dans une municipalité, donc, les taxes municipales sont évidemment la principale source de revenus. Encore cette année, là, au-dessus de 80 des revenus de la municipalité viennent des taxes. Donc, on parle d'un total de 24 millions, 24,5 millions là, de revenus de fonctionnement cette année, dont 17,4 qui viennent des revenus de taxes municipales. Donc, 24 millions. Ensuite, on a l'élément au niveau des charges de fonctionnement, sans tenir compte de l'amortissement. Donc, vous avez là les différentes fonctions de la municipalité, donc en administration, en sécurité, en transport, en hygiène du milieu. Vous avez l'aménagement, les loisirs et vous avez une dernière section là, pour les frais de financement. Donc, les dépenses sont assez bien réparties entre les différentes fonctions, comme à chaque année. Vous avez donc cette année un total au niveau des charges de fonctionnement de 21,2 millions. Et le troisième élément qui entre dans le calcul du surplus, donc les éléments de conciliation à des fins fiscales, ce ne sont pas nécessairement des revenus ou des dépenses comme on le voit dans les autres entreprises, mais ce sont tous des éléments là, qui doivent être pris en compte quand même dans la détermination du résultat là, de fin d'année. Donc, vous avez le premier et le plus important, toujours le remboursement net de la dette à long terme. Donc, cette année, s'élève à 2,6 millions. Puis, vous avez d'autres petits éléments, là, dont les cessions d'immobilisation et les différentes affectations. Affectations étant les appropriations de surplus qu'on fait tout au long de l'année pour, entre autres, payer des dépenses là, qui ne seraient pas prévues au budget. Donc, vous voyez là un montant de 2,4 millions cette année en éléments de conciliation et donc principalement le remboursement de la dette à long terme. Donc, si vous prenez ces trois éléments-là, vous les mettez ensemble, donc des revenus de fonctionnement de 24 millions, des charges de 21 millions et des éléments de conciliation à 2 millions, vous arrivez au surplus de l'année 2024 pour la ville de Baie-Saint-Paul de 803 000. Donc, le surplus de 803 000, oui, OK, il vient des revenus, des dépenses et les éléments de conciliation en montant brut, mais si on fait l'analyse plutôt en parlant des écarts par rapport au budget, comme le budget prévoit toujours un résultat de 0, quand on analyse les écarts par rapport au budget, bien, on comprend mieux d'où vient le résultat. Donc, d'où il vient cette année? 4 explications pour le résultat. Donc, 3 dans les revenus, une dans les dépenses. Donc, au niveau des revenus, on a un surplus là, au niveau par rapport au budget dans le revenu de taxes municipales. Donc, on a vu tantôt que c'était la principale source de revenus de la municipalité, mais on a plus de revenus que ce qu'on avait budgété, surtout à cause du nouveau rôle d'évaluation qui est entré en vigueur et qui fait que l'assiette d'évaluation là, est plus élevée que ce qu'on avait prévu. Donc, une première explication. La deuxième explication vient des taxes de mutation. Ces deux premières explications-là reviennent là, souvent dans les municipalités à chaque année. Donc, les mutations qui dépendent des transactions sur le territoire de la municipalité dans l'exercice 2024, difficile à prévoir. Donc, on garde le budget quand même assez prudent à ce niveau-là. Et ça nous fait donc un surplus également à ce niveau-là. Et la troisième explication au niveau des revenus se trouve dans les loisirs. Donc, le nouvel aréna qui fonctionne quand même bien, donc, nous a donné là, des revenus qui sont aussi supérieurs à notre budget, à ce qu'on avait budgété. Et la dernière explication qui se retrouve au niveau des charges, également au niveau des loisirs. Donc, on a fait quelques économies par rapport au budget au niveau des salaires qu'on paye dans la fonction loisirs. Donc, les 4 explications sont là. On a les taxes municipales, les mutations, l'aréna qui fonctionne bien et en même temps des économies au niveau de la dépense en loisirs. C'est ce qui arrive, c'est ce qui fait là, votre 800 000 de surplus cette année. On va passer à la deuxième partie de la présentation. Donc, on va parler des surplus accumulés. Parfait. Donc, vous avez d'abord le surplus non affecté. On a commencé l'année là, à 3,6 millions. On en a utilisé une partie tout au long de l'année, soit pour financer des dépenses d'investissement ou de fonctionnement. Donc, on a utilisé 1,6 million de notre surplus accumulé de l'année passée pour en différentes appropriations de surplus. Et puis, vous avez votre excédent là, qui revient s'additionner
au surplus non affecté. Donc, ce qui fait qu'on finit l'année là, à 2,7 millions encore de surplus accumulés qu'on va pouvoir utiliser pour les dépenses qui arriveront, là, qui n'étaient pas prévues nécessairement en 2025. Là, il y a une petite... OK, vous avez les bonnes dates. Parfait. En plus de ce 2,7 millions-là de surplus non affecté, vous avez également du surplus déjà affecté. Donc, c'est-à-dire que c'est quand même un surplus, mais on sait déjà ce qu'on va faire avec. Donc, vous en avez là, pour 947 000 à la fin de l'année 2024. Et l'acétate suivante vous le détaille en partie. Votre 947 000 là, de surplus affecté, on en a 291 000 qui est déjà prévu dans le budget 2025. On a notre surplus affecté à l'art public là, qui se bonifie à chaque année. Donc, dépendant du résultat là, annuel de la municipalité. Vous avez des montants qui sont prévus pour le nettoyage de la rivière du Gouffre, donc déjà affectés au nettoyage. La vidange des boues également dans les bassins d'épuration. Et là, vous en avez une multitude d'autres qu'on a résumés. Là. On vous présente les principaux là, pour cette année. Donc, 947 000 de surplus affectés. Et en plus de ces deux surplus-là, la Ville bénéficie également de revenus reportés. Donc, on pourrait changer l'acétate. Donc, différents revenus reportés, c'est-à-dire des montants que la Ville a déjà reçus pour des dépenses qui ne sont pas encore faites. La seule différence avec les surplus affectés, c'est que ce n'est pas nous qui avons décidé ce qu'on allait faire avec, c'est ceux qui ont donné l'argent. Donc, quand on parle des transferts, ce sont des subventions. Donc, les ministères donnent des subventions pour des dépenses précises. Et on a donc déjà reçu ces montants-là et on va les dépenser là, dans les prochaines années. Donc, on a transfert pour, entre autres, pistes cyclables, inondations. On a également des transferts pour les carrières sablières. Donc, ce ne sont pas des transferts, ce sont les exploitants qui nous payent ces montants-là pour les carrières sablières. Ça va servir là, à réparer les routes qui sont empruntées par les camions qui exploitent ces carrières-là. La campagne Arena, on a toujours des montants encore qui sont déjà reçus, mais qui vont être dépensés dans les prochaines années. Et on a le fonds parc et terrain de jeu qui a également des montants. Donc, on en a pour 3,6 millions en tout. Un petit mot sur les transferts avant de passer au prochain sujet. Je n'ai pas parlé des transferts dans l'explication du surplus, tout simplement parce que quand on reçoit des subventions, c'est toujours relié à une dépense qu'on a à faire ou qu'on a fait à ce moment-là. Et c'est jamais, c'est jamais la totalité de la dépense. Donc, si on reçoit une subvention, par exemple, pour les inondations, le ministère de la Sécurité publique nous paye là, à peu près 75 % de la dépense. Donc, il y a toujours un lien à faire avec la dépense quand on reçoit une subvention, ce qui fait que la municipalité ne peut pas faire de profit avec les subventions qu'elle reçoit là, dans les différents programmes. Alors, voilà pour les différents surplus accumulés de la Ville. Maintenant, on va passer à la troisième partie, donc les principaux projets d'investissement qui ont eu lieu en 2024. Donc, on vous en liste, les plus gros. Donc, évidemment, le mot inondation va revenir là, à quelques reprises. Donc, ça nous a fait travailler un peu, ces inondations-là. Donc, on a le rang Saint-Placide-Sud qui a été le plus gros projet d'investissement cette année, à près de 2 millions. On a fait également beaucoup d'asphaltage dans les rues municipales pour plus d'1 million. On a mis beaucoup d'argent sur nos infrastructures suite aux inondations, donc 1 demi-million là également. Il y a eu la réfection de la maison René Richard, là, qui fait changement un petit peu. Donc, il n'y a pas de lien avec les inondations. On a un 450 000 là. Et puis encore, bon, l'aqueduc dans le secteur de Genévrier, suite aux inondations. Et également les intersections Fafard, Saint-Jean-Baptiste, les murs de la rue Saint-Joseph, là, qui sont reliés indirectement aux inondations également. Donc, des investissements totaux en 2024 pour 7,7 millions. La plupart de ces investissements-là sont subventionnés à différents degrés. Donc, ça peut être à 60, 75, 80 % et même parfois 90 là, quand le fédéral embarque également. Donc, une bonne année quand même au niveau des investissements, au niveau de la ville de Baie-Saint-Paul. Et la dernière partie, donc l'état de la dette à long terme.
Vous avez cette année à peu près le même niveau de dette à long terme que l'an passé. On a fait des nouveaux emprunts, on a fait des remboursements qui sont similaires à l'an passé. Et en même temps, en parallèle, vous avez votre assiette d'évaluation qui augmente et votre budget global au niveau de la municipalité qui augmente également. Donc, quand la dette reste plutôt stable, mais que l'évaluation et les dépenses augmentent, bien, ça fait en sorte que les ratios d'endettement s'améliorent. Donc, on a les deux principaux ratios qui sont présentés. Donc, le service de la dette sur les dépenses, donc la portion de vos dépenses totales qui est représentée par vos remboursements de dette à long terme, est passé de 18,2 à 17,3 %. Donc, une légère amélioration à ce niveau-là. Et également, le poids de la dette, je vous dirais, à la charge de la Ville sur l'évaluation imposable. Donc, votre assiette d'évaluation a augmenté, votre dette est restée stable. Donc, on a une amélioration de ce ratio-là également. On est passé de 4 à 3,4 % au niveau de la situation d'endettement. Donc, vous avez là détaillé donc, des nouveaux emprunts cette année pour 4,1 millions, des remboursements pour 3,4. Donc, la dette à long terme à la fin de l'année qui est à la charge. Donc, quand on dit à la charge du gouvernement du Québec, c'est simplement que la dette à long terme est subventionnée. Donc, vous avez en tout 55 millions au niveau de la dette à long terme, dont 6,2 qui est subventionné par le ministère. Donc, c'est ce qui complète la quatrième partie et donc les principaux points du rapport financier que je voulais voir avec vous. Alors, si vous avez des questions d'ordre financier, c'est le moment. Je pense qu'il n'y a pas de questions. Bien, on vous remercie pour cette présentation, M. Sébastien. Le maire Michael Pilote a tenu à prendre la parole suite à la présentation des états financiers pour commenter les faits saillants et les décisions de son administration qui ont affecté les chiffres de 2024. Il a notamment rappelé que plus de 7,2 millions de dollars ont été investis dans diverses infrastructures pour protéger la ville contre d'éventuelles inondations au cours de 2024. La majeure partie de ces sommes provenaient toutefois des paliers gouvernementaux fédéral et provincial. Maintenant, on va être en deux. Rapport du maire sur... oui, on va également vous libérer. Donc, merci pour la présentation des états financiers. En deux rapports du maire sur les faits saillants des états financiers 2024, la loi m'oblige comme maire de la ville à commenter les états financiers de l'organisation. Donc, l'année 2024 a quand même été marquée par un nouveau rôle d'évaluation. Ça avait quand même été un casse-tête, une gymnastique comptable, comme on disait ici. Il y avait le nouveau rôle, on avait des disparités quand même importantes dans les différents secteurs de la ville. On se rappellera qu'on avait abaissé la taxe foncière pour arriver là, avec quelque chose d'acceptable, puisqu'on avait certains secteurs de Baie-Saint-Paul qui étaient quand même touchés là, assez significativement. Là. On se souviendra, le quartier Filion, entre autres, là, était là, quand même là, impacté ardemment. Des fois, avec le rôle d'évaluation, ça dépend des ventes qui ont eu lieu aussi là, avec le voisinage, les unités, comme on appelle. Puis ça fait quand même exploser le tout. Et la ville de Baie-Saint-Paul, en 2024, avait pris là, plus de 200 millions en évaluation foncière. Juste aujourd'hui, la valeur foncière de la ville de Baie-Saint-Paul est à plus d'1,6 milliard de dollars. Donc, c'est quand même non négligeable, hein, la valeur totale des différentes propriétés sur le territoire de la ville. Et lorsque on a les ratios de la dette, comme le vérificateur a présenté tantôt, bien, c'est tout ça là, qui vient en ligne de compte, la valeur de la ville, puisque plus la ville a de propriétés sur son territoire, bien, ça assure certains revenus dans l'organisation des paiements de taxes annuellement. Donc, ça donne à la ville des capacités d'emprunt à ce niveau-là. Et au terme là, de l'exercice financier, au 31 décembre 2024, bien, c'est un surplus de près de 804 000 $ que la ville de Baie-Saint-Paul a réalisé. On a donc un surplus non affecté, là, vraiment là, de 2,7 millions de dollars dans les coffres de la ville de Baie-Saint-Paul. Comme le vérificateur le mentionnait, la plupart là, de nos des explications du surplus, on parle entre autres là, des droits de mutation immobilière au montant de 148 000 $. Donc, les droits de mutation, c'est la fameuse taxe de bienvenue. Hein, lorsqu'il
lorsqu'il y a des ventes d'immeubles sur le territoire. Donc, on a 150 000 de plus de ce qu'on avait anticipé. C'est quand même intéressant de voir qu'il y a de la vente sur le territoire. Des revenus de taxation supplémentaires de 195 000 ça aussi, il y a des constructions en 2024. Il y a eu plusieurs constructions en 2023 aussi. Des fois, les gens construisent et c'est porté au rôle dans les mois qui surviennent par la suite. Des tenants en lieu de taxes, 53 000 de plus. Les tenants en lieu de taxes, les différentes compensations que le gouvernement québécois donne aux municipalités pour avoir des bâtiments gouvernementaux sur les territoires. Donc, entre autres, le système de santé et de services sociaux avec les bâtiments hospitaliers ou encore dans le système de l'éducation, les bâtiments des écoles. Les intérêts reçus sur nos placements en banque, tout ça, 157 000 Les services rendus également, là, entre autres, qu'est-ce qu'on rend dans les autres municipalités, comme la prévention incendie, 145 000 Dotation spéciale de fonctionnement, la taxe de vente au niveau du Québec, donc près de 90 000 de plus de ce qu'on avait anticipé. La dette à long terme, maintenant, elle se situe là, à 55 435 000, donc, dont 6,2 millions qui sont à la charge du gouvernement du Québec. On a vu quand même les ratios tantôt qui démontrent que comme la valeur foncière de la ville de Baie-Saint-Paul augmente, ça fait en sorte de diminuer là, les ratios sur la dette. Donc, c'est quand même de bonnes nouvelles. Le montant réel de la dette à long terme donc, de la ville de Baie-Saint-Paul est donc à 49,1 millions de dollars. Donc, c'est ça la dette de la ville de Baie-Saint-Paul, puisque lorsqu'on prend l'autre montant, peut-être que ça fait des beaux articles de journaux, mais là-dessus, il y a 6,2 millions qui sont à la charge du gouvernement du Québec. Donc, la ville de Baie-Saint-Paul a une dette de 49,1 millions. Il y a quand même aussi des changements dans les infrastructures, des investissements. Ce n'est pas des dépenses. On a investi de façon marquée dans les dernières années. Lorsqu'on refait nos rues, nos routes, les gens sont bien heureux, le pavage, mais ce pas des bénévoles, malheureusement, là, qui font le travail. On doit payer aussi lorsqu'on fait l'aréna, tout ça. Et les inondations, ça a eu un impact sur la ville. Le vérificateur l'a mentionné tantôt. Le mot inondation, on l'a entendu à quelques reprises. Et comme il disait, la ville ne fait pas de profit avec les inondations. Des fois, on entendait à tort des gens mentionner que la ville avait fait de l'argent avec les subventions du gouvernement pour les inondations, mais c'est impossible. On a des redditions de comptes à faire et tout ça. Et il y a eu des impacts quand même là, pour les inondations là, sur la situation financière de la ville. Donc, comme c'était mentionné par M. Roy tantôt, on parlait d'un service de la dette qui était de 18,2 et maintenant qui est à 17,3 Donc, on considère également les nouveaux emprunts là, pour 4,1 millions de dollars et le capital remboursé pendant l'année là, qui était à 3,4 millions. Les dépenses d'investissement, eux, se sont élevées à 7,8 millions et entre autres, là, dans différents projets, on pense au rang Saint-Placide, qui avait eu 1,9 million de dollars là, de travaux qui étaient subventionnés par le ministère des Transports et de la Mobilité durable à près de 2 millions de dollars. C'était 90 de subvention et le projet était de 1,9 million. Différentes infrastructures dans la ville, là, 553 000 965 La station de pompage aussi dans le coin du Génévrier, suite aux inondations, on parlait de 330 000 Au niveau de la rue Saint-Joseph, plus de 200 000 dans la réfection des murs. On a de l'asphaltage de rue également pour 1 million de dollars en 2024 qui a été effectué sur le territoire. Le domaine Simon, 451 000 On a travaillé sur l'intersection Fafard-Saint-Jean-Baptiste aussi pour 250 000 Donc, différents projets aussi là, pour 2,9 millions. Donc, on a quand même investi sur notre territoire pour nos infrastructures et on n'a pas le choix de le faire. Lorsqu'on investit dans nos infrastructures, c'est échelonné sur différentes années. Si on dit on fait rien pendant 10 ans, puis 10 ans après, on change tout le réseau routier, tout ça, bien, ça va coûter cher rendu à ce stade-là. Donc, on n'a pas le choix d'en faire un petit peu chaque année. Et si je prends l'exemple du réseau routier, on l'a démontré durant les 4 années de ce mandat-ci. On a fait la première année, il y avait eu au niveau ici du chemin, de la rue Forget. On a travaillé dans la deuxième année, on en a fait d'autres. La troisième, cette année, dernière année, on a investi au niveau du centre-ville dans le secteur de la rue Saint-Jean-Baptiste sur la deuxième partie entre le pont Gariepi qui est situé près du Petro-Canada jusqu'au garage municipal. On va faire la côte de Pérou aussi. Ça, M. Boilly est bien heureux, je le vois hocher de la tête. L'an dernier, on a travaillé aussi dans le secteur urbain, le boulevard Raymond-Mailloux. On a refait aussi là, dans le secteur rural au niveau Sainte-Catherine. On a travaillé sur le chemin Saint-Antoine durant ce mandat-là. On a refait la rue Forgette. On a travaillé aussi là, à Saint-Ours. On en a fait quand même un petit peu partout. Évidemment, il en reste à faire. Lorsque je vois des jeunes, des fois, on me dit
c'est notre tour dans notre rue, on a hâte, tout ça, mais on ne peut pas tous faire les rues là, à chaque année, mais on essaie au moins, du moins, d'en faire le plus possible et d'en faire autant dans le secteur urbain que dans le secteur rural. Donc, les différents projets de construction qu'on voit à Baie-Saint-Paul, je crois que ça démontre que la ville de Baie-Saint-Paul est une ville qui se développe d'une belle façon. On voit que les gens ont en haute estime la ville de Baie-Saint-Paul. Hein, des promoteurs, on en voit plusieurs passer ici, prendre l'information. Il y a plusieurs permis de construction qui se délivrent et ça fait en sorte aussi là, d'amener de nouveaux revenus là, auprès de la ville. Et je pense que c'est pas mentir ou avancer des faussetés lorsqu'on dit que la ville de Baie-Saint-Paul est dynamique. Hein. On le voit, on rayonne, que ce soit en économie, on rayonne en culture, on rayonne en loisirs, on rayonne dans les différentes sphères et je crois qu'on va continuer encore de le faire là, au courant des prochaines années. Donc, les prochaines années, lorsqu'on regarde les différents projets, on va en parler un petit peu tantôt ce soir aussi, le fameux parc agroalimentaire. Hein, ça, c'était dans les cartons depuis plusieurs années. On va déjà signer là, une première promesse d'achat ce soir. Il y en a d'autres aussi avec qui on est en discussion. Là, j'ai bon espoir de finaliser le tout dans les prochaines semaines avec l'équipe. Donc, ça va bien au niveau de l'économie. On a le quartier des Moissons. Il y a d'autres secteurs dans Baie-Saint-Paul aussi qui vont bien. Donc, on est bien heureux, je pense, si je me permets de parler au nom des 7 membres du conseil ici, là, des états financiers qui sont déposés dans l'année 2024. La dette est quand même, je vous dirais, là, ça augmente. Il y a eu des inondations. N'eût été les inondations, si on n'avait pas eu les inondations, je pense que la situation aurait été encore plus merveilleuse. Il y a eu quand même beaucoup de compressions budgétaires dans les dernières années qui ont été faites au sein de l'organisation. Donc, je crois que les finances de la ville de Baie-Saint-Paul sont quand même en ordre. Je souligne au passage aussi l'arrivée de notre nouvelle directrice des finances, hein, Mme Dufour, qui fait un travail remarquable depuis son arrivée. C'est souligné par autant les partenaires, par le vérificateur, tout ça. Donc, on est bien fiers de votre prestation et merci d'être venu à la ville de Baie-Saint-Paul. Je souligne aussi les autres membres du service des finances, là, M. Bouliane, Mme Tremblay, Mme Girard et Mme Tremblay aussi. On a 2 Mme Tremblay, donc je souligne l'entièreté de l'équipe des finances et toutes les équipes de la ville de Baie-Saint-Paul, hein, que ce soit aussi notre directeur général qui conjugue avec différentes contraintes aussi pour faire atterrir les orientations du conseil, que ces dernières puissent se matérialiser au sein de l'organisation, le secteur du greffe, tout ça, tous les services hein, qui mettent la main à la pâte. Donc, on vous remercie aux différents employés pour tout ce qui est fait, là, tout ce qui a été réalisé dans les dernières années. Donc, ça complète pour mon rapport sur les états financiers. S'en est suivi l'adoption d'une résolution pour transmettre le rapport du maire aux citoyens, ainsi que l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mars dernier. Maintenant, on serait rendu en 3, adoption d'une résolution pour déterminer le mode de diffusion du rapport du maire sur les faits saillants. Donc, le tout sera diffusé là, par le journal L'Informateur qui sera là, dans les casiers postaux là, dans les prochaines semaines. Donc, j'ai M. Ménard qui va proposer et j'ai Mme Bouchard qui seconde. On serait maintenant en C4, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mars dernier. Donc, les membres du conseil en ont eu copie. J'ai M. Besson qui propose l'adoption et j'ai M. Duchesne qui seconde. Le conseil de ville a ensuite adopté 4 demandes de dérogation mineure et 4 règlements concernant le zonage et les unités d'habitation accessoires. Un règlement a également autorisé un emprunt de 1,3 million de dollars pour la réfection de la chaussée de la Côte-de-Pérou et de la rue du Ruisseau-Michel. D1, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2025-10, c'est le 233 rang Saint-Gabriel de Pérou-Sud. On nous demande pour autoriser une marge de recul arrière du bâtiment existant de 4 à 4,47 mètres, alors que le règlement prescrit une marge arrière minimale de 9 mètres. Autoriser une marge de recul arrière à 8 mètres pour un agrandissement alors que le règlement prescrit une marge arrière minimale de 9 mètres. Les raisons qui sont évoquées par le requérant, c'est régulariser une marge arrière à 4,47 mètres dont le droit n'a pu être prouvé, assurer que l'agrandissement projeté à 8 mètres de la ligne arrière sera conforme, donc il n'y aura pas de préjudice non plus là, pour les propriétaires voisins de leur droit de propriété. Le comité consultatif d'urbanisme s'est réuni à analyser le dossier et nous recommande d'accorder la dérogation mineure. Donc, on est en consultation publique. Est-ce que j'ai des gens qui sont présents ici dans cette enceinte et qui veulent se faire entendre sur ce dossier? Négatif. M. Bouchard, est-ce qu'on avait eu des commentaires au préalable? Aucun.
Aucun commentaire, donc je vais clore à l'instant même la période de consultation publique. Et j'ai M. Fizette, je pense que vous voulez proposer l'adoption. Et j'ai M. Besson qui seconde. Donc, le tout est adopté. D3, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2025-11, c'est le lot 4 601 de Montée Tourlognon. Autoriser la construction d'une résidence dont la façade orientée vers la rue ne comporte aucune fenêtre, alors que le règlement prescrit qu'en l'absence de l'entrée principale sur cette façade doit être fenestrée dans une proportion minimale de 30 % de sa surface. Les raisons qui sont invoquées par le requérant, c'est l'implantation de la résidence à plus de 21 mètres de la ligne avant, avec la bande minimale boisée de 9 mètres à conserver. La résidence ne sera pas visible de la rue. Toute la fenestration a été pensée en fonction de l'orientation du soleil. D'autres résidences du même secteur ne comportent pas la proportion minimale exigée à notre réglementation. Il y aura également une grande bande boisée en cour avant d'une profondeur minimale de 9 mètres qui sera conservée et fera en sorte que la façade en question ne sera pas visible de la rue. Aucun enjeu sur le droit de propriété des immeubles voisins, donc pas de préjudice pour ces derniers. Le CCU recommande aussi d'accorder la dérogation. Donc, on est en consultation publique. Est-ce que j'ai des gens dans la salle qui veulent se faire entendre sur ce dossier? Non. Monsieur Bouchard, est-ce qu'on a eu des commentaires avant la séance? Commentaire. Aucun commentaire. Donc, je clôt à l'instant même la période de consultation publique. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption? Donc, j'ai M. Boily qui propose son adoption et j'ai M. Besson qui seconde. Donc, le tout est adopté. En D5, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2025-12, c'est le 166 chemin Cap-au-Corbeau Sud. C'est pour autoriser un agrandissement de la résidence dont la marge de recul arrière sera de 6 mètres, alors que le règlement prescrit une marge arrière minimale de 9 mètres. La dérogation mineure ne portera pas non plus atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. Le comité consultatif d'urbanisme aussi recommande dans ce dossier d'accorder la dérogation mineure. On est en consultation publique. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre sur ce dossier? Non. Donc, M. Bouchard, est-ce qu'on avait eu également des commentaires dans ce dossier? Aucun. Aucun commentaire. Donc, je clôt à l'instant même aussi la période de consultation publique. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption? J'ai M. Boily qui propose et j'ai M. Besson qui seconde. Donc, le tout est adopté. C'est ça ici. Maintenant, en D7, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2025-13, c'est le 235 terrasse La Rémy. Le lot 3 623 358, c'est pour autoriser l'installation d'une enseigne sur un autre terrain, donc le terrain voisin, que le terrain de l'usage, alors que le règlement prescrit qu'elle doit être installée sur le terrain de l'usage dont elle fait la promotion. Les raisons qui sont invoquées par le requérant, c'est la distance du moulin La Rémy par rapport à la voie publique, la végétation qui nuit à la visibilité du site, et ces derniers ne désirent pas déboiser, le manque de visibilité qui nuit à l'achalandage, l'aire de stationnement qui sera aménagée est l'emplacement idéal puisqu'il est situé directement en bordure de la 138. Donc, il n'y aura pas de préjudice non plus pour les immeubles voisins. Le comité consultatif d'urbanisme nous recommande également d'accorder la dérogation. Donc, est-ce que j'ai des personnes qui veulent s'exprimer sur ce dossier? Non. M. Bouchard, est-ce qu'on avait eu des commentaires? Aucun. Aucun commentaire. Donc, la période de consultation publique étant maintenant close, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption? Donc, j'ai Mme Bouchard qui propose et j'ai M. Duchesne qui seconde. Donc, le tout est adopté. En D9, adoption finale du règlement numéro R 899-2025 ayant pour objet de modifier le règlement sur les usages conditionnels R 636-2015 afin d'autoriser une unité d'habitation accessoire appelée communément UHA pour un garage d'une habitation bifamiliale dans la zone H-122. Donc, c'est un projet qui est maintenant rendu en dernière lecture. On en parle déjà maintenant depuis quelques mois. Donc, le propriétaire de l'immeuble
l'immeuble sise au 21 rue Labbé qui demande de pouvoir ériger une unité d'habitation, de reconvertir le garage. On se rappellera que dans les dernières années, on a permis à Baie-Saint-Paul de pouvoir le reconditionner comme ça, un garage pour qu'on puisse en faire une unité d'habitation. Je le mentionne souvent, mais dans la crise du logement, hein, on doit sortir des sentiers battus, on doit innover et on doit user d'imagination. Donc, on va de l'avant. Ce n'est pas la première autorisation qu'on donne dans cette voie-là, mais je crois que ça fait encore pleinement son sens. Donc, on modifie le zonage de la zone H-122. Il y avait notre comité consultatif d'urbanisme qui avait siégé, qui avait analysé le tout, qui nous recommandait d'accorder le tout. Il y avait eu avis de motion. On a tenu une consultation publique lors de la précédente séance. Il n'y avait pas eu de commentaires. Donc, ce soir, on y va pour l'adoption finale. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose le tout? Donc, j'ai M. Duchesne comme proposeur et j'ai M. Ménard qui seconde. En E10, adoption finale du règlement numéro R 900-2025 ayant pour objet de modifier le règlement sur les usages conditionnels R 636-2015 afin d'autoriser hors du périmètre urbain la conversion d'un bâtiment utilisé comme ressource intermédiaire en habitation multilogement. Ça également, on en a discuté abondamment. Les propriétaires, des gens qui opéraient des résidences intermédiaires, donc des gens qui avaient des contrats avec le CIUS de la capitale nationale qui hébergeaient des personnes souvent en déficience intellectuelle ou en déficience physique dans leur résidence. Hein. Souvent, même, c'était de très grandes résidences puisqu'il y avait plusieurs personnes d'hébergées dans ces résidences. Mais lorsque les personnes désirent prendre leur retraite, ils sont là, avec de grandes maisons et avec le zonage, c'était difficile de pouvoir opérer sous une autre mission, on va dire ça de cette façon-là. Donc, on avait demandé à la MRC de Charlevoix de modifier son schéma d'aménagement, ce qui a été fait. Par la suite, il y a eu la conformité avec le ministère des Affaires municipales et là, on refait en sorte de modifier notre règlement puisque le schéma a été amendé. Donc, c'est vraiment une demande qui avait été proposée par le propriétaire du 203 chemin Sainte-Catherine. Même chose que tantôt, on a eu aussi avis de motion, on a eu par la suite une consultation publique. Il n'y avait pas eu de personnes qui s'étaient exprimées. Donc, ce soir, on y va pour l'adoption finale. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Je vais le proposer. Monsieur Boily, vous êtes proposeur et j'ai Monsieur Fizette qui seconde. D11, consultation publique portant sur le règlement R-904-2025 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage R-630-2015 afin d'autoriser l'usage de résidences de tourisme en zone H-029 et de retirer cette autorisation en zone F-520. C'est un petit changement qu'on fait au niveau administratif. Ce n'est pas de nouvelles résidences de touristes au total qui sont ajoutées sur le territoire. Donc, on vient permettre une de plus dans une zone. Donc, dans la zone H-029, c'est dans le secteur de la rue Richelieu. Donc, il y a une résidence supplémentaire qui sera autorisée. Et en contrepartie, on vient d'en retirer une dans la zone F-520. Ça, c'est dans le secteur Léo-Cochon. Donc, c'est vraiment on en avait déjà parlé en séance extraordinaire et ce soir, on est en consultation publique. Donc, est-ce que j'ai des gens qui sont présents ici dans cette salle et qui voulaient se faire entendre? Non. Est-ce qu'on a eu des commentaires, M. Bouchard? Aucun, M. le maire. Aucun commentaire. Donc, je vais clore la période de consultation publique. On est à l'adoption du second règlement. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption? M. Besson et j'ai M. Fizette qui seconde. En D13, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R 905-2025 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro R 630-2015 afin d'autoriser l'usage spécifique de vente au détail de piscines, de spa et de leurs accessoires dans la zone C-224, c'est sur le boulevard Monseigneur de Laval. Il y a le magasin Piscine et Spa Charlevoix qui était devant le garage Charlevoix maintenant, qui sont en déménagement pour aller du côté de l'ancienne clinique vétérinaire qui maintenant fait partie du complexe santé. Donc, ces derniers s'en vont dans ce bâtiment et on doit changer notre zonage pour leur permettre d'être en conformité. Donc, on viendra permettre la vente au détail de piscines, de spa et de leurs accessoires pour la zone C-224.
on a un avis de motion à déposer. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose l'avis de motion? J'ai M. Ménard qui dépose l'avis de motion. Donc, vous allez également être le proposeur pour le premier projet de règlement. Est-ce que j'ai quelqu'un qui seconde? Donc, j'ai M. Fizette. Il y aura consultation publique lors de la séance de juin. D15, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R 906-2025 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage R 630-2015 afin d'agrandir la zone H-156. Hein, ça, c'est dans le secteur ici du centre-ville, le projet des habitations de la lumière qui chemine quand même là, abondamment. Hein, ça va quand même rapidement. Là. Une pelletée de terre s'en viendra dans les prochains mois. On avait déjà modifié notre zonage pour permettre là, que le tout puisse être construit là, sur l'ancien stationnement de l'ancien hôpital, hein, le fameux stationnement des visiteurs, appelé communément le P3, avec les différents changements là, des plans, tout ça. Là, on aura besoin aussi du stationnement P2 là, qui est derrière là, la clinique vétérinaire. Là, et on vient modifier notre zonage pour que le projet là, puisse s'étendre là, sur les 2 stationnements. Donc, on sait qu'on a besoin de logements. On vient là, donc, permettre le tout. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose l'avis de motion? Évidemment, je vais le faire. Donc, Mme Bouchard dépose l'avis de motion. Vous allez également être la proposeur du projet réglementaire. Et j'ai M. Besson qui seconde. D17, adoption du règlement R 903-2025 décrétant une dépense et un emprunt d'un montant de 1 335 000 remboursables sur une période de 15 ans, visant des travaux de pavage et de réfection de la côte de Pérou et de la rue du Ruisseau-Michel, le tout y incluant les honoraires professionnels, les imprévus ainsi que les taxes nettes. Donc, c'est assez complet, hein, ça le mentionne. C'est un règlement d'emprunt qu'on fait là, pour la réfection de nos rues cet été. Donc, c'est emprunté sur 15 ans, 1 335 000 et je crois que c'est plus que nécessaire là, dans ce secteur-là là, d'apporter des correctifs. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Proposer, s'il vous plaît. Oui, M. Boily. Et j'ai M. Fizette qui seconde. Au point de l'ordre du jour portant sur l'administration et la législation, 6 résolutions ont été adoptées. Le vote par correspondance pour la ville de Baie-Saint-Paul a notamment été annulé. Une première entreprise a également reçu une autorisation pour construire une usine dans le nouveau parc agroalimentaire municipal. Des sentiers multifonctionnels de la ville qui avaient été partiellement détruits lors des inondations de mai 2023 seront également refaits. En E, maintenant, administration et législation. En 1, résolution pour l'annulation du vote par correspondance. Donc, on s'en vient déjà vers la fin du mandat. Hein. Il y aura élection cet automne. Donc, les 7 postes ici du conseil, donc le poste de la mairie et les 6 postes de conseillers seront en élection. On a comme municipalité à adopter un règlement si le vote par correspondance est permis ou non pour les électeurs non domiciliés, donc ceux et celles qui n'habitent pas le territoire, souvent les gens qui sont propriétaires là, d'une terre à bois ou autres qui sont à l'extérieur de Baie-Saint-Paul. Lors des derniers scrutins, le taux de participation des électeurs qui sont non domiciliés était très faible. Et il faut comprendre que ce processus-là demande énormément là, de manipulation, énormément aussi d'heures de travail là, pour le service du greffe là, qui assure la présidence d'élection. Il y a eu des recommandations également qui ont été faites, tout ça. Et dans plusieurs municipalités au Québec, on y va là, pour abolir ce vote par correspondance. Donc, les gens sont toujours inscrits sur la liste électorale. Là. Ces derniers peuvent se présenter là, via les votes par scrutin, les votes, la journée du vote hein, qui sera le 2 novembre prochain. Donc, les gens sont sur la liste, mais ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient annuler ce vote-là et ça coûtait quand même beaucoup d'argent. La dernière élection, on a 21 personnes sur à peu près 600 personnes qui avaient reçu les lettres qui ont participé. Ça coûte beaucoup, donc beaucoup d'argent puisqu'on doit avoir là, des scrutateurs, c'est plusieurs manipulations, on doit envoyer plusieurs enveloppes, tout ça, pour le nombre de personnes. Et lors du scrutin de 2021, on avait un scrutin qui était plutôt atypique puisqu'on était encore dans des mesures là, de pandémie. Les personnes âgées de 70 ans et plus pouvaient voter là, par correspondance, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, le gouvernement du Québec a aboli cette directive. Donc, les gens doivent se présenter là, dans les pôles de vote. Donc, on vient là, pour annuler le tout. Monsieur Bouchard, est-ce que c'était pas mal ça ou il y avait d'autres choses? Pas mal ça. Donc, je viens de prendre un proposeur. Je vais le proposer. Donc, Monsieur Fizette, vous proposez. Et j'ai comme secondaire, j'ai Madame Bouchard.
En 2, à chacun son pain, acceptation de la promesse d'achat. On l'a mentionné là, à plusieurs reprises. Hein, on était en discussion avec À chacun son pain, qui est quand même un fleuron de Baie-Saint-Paul hein, au niveau de l'économie. Les pains d'À chacun son pain qui sont vendus dans plusieurs commerces, là, plusieurs grandes chaînes en fait au Québec. Donc, entre autres, la chaîne Sobeys qui vend pour les magasins IGA. Il y a d'autres projets également et on les accueille là, à Maison-Mère présentement. Et là, on irait pour vendre là, une partie des lots, 6 509 407, une superficie de 12 667 mètres carrés, donc pour la somme de 101 336 $. Donc, c'est le premier terrain du parc agroalimentaire qui sera vendu. On autorise également le maire et le directeur général à pouvoir là, signer la transaction. Donc, c'est une promesse d'achat de vente. Et il y a plusieurs considérants là, que je ne ferai pas la nomenclature ici en séance ce soir, mais on est bien heureux là, d'avoir la première promesse d'achat. Et comme je le mentionne, là, on a des discussions avec d'autres également, d'autres entreprises là, où on devrait pouvoir procéder à des annonces là, déjà là, dans les prochaines semaines. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Donc, j'ai M. Besson et j'ai M. Fizette qui seconde. Vous me permettez un commentaire? Oui, allez-y, M. Je tiens à mentionner que c'est un très, très bon début par rapport à l'investissement que la Ville a fait à ce niveau-là. Pour nous, ça commence à être une source de revenus intéressante pour permettre d'amoindrir le règlement d'emprunt qu'on a fait à ce niveau. Merci, M. Duchesne. On serait maintenant rendu en E3, programme d'aide à l'entretien du réseau routier local, le rapport de vérification. Donc, c'est une reddition de compte qu'on a à faire au ministère des Transports et de la Mobilité durable. On a une somme de 82 057 $ qui nous a été allouée en 2024 et on a des dépenses admissibles de 1 77 000 $. Donc, on a quand même plusieurs dépenses qui sont admissibles pour cette subvention de 82 000 $. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Vous êtes proposé. Oui, appuyé. M. Boily et j'ai M. Besson qui seconde. En 4, demande à la Régie des alcools, des courses et des jeux, Resto Tremplin Gourmand, un permis de restaurant incluant la terrasse. Donc, c'est dans les locaux là, du CEMO L'Appui qui sont sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Donc, le propriétaire, donc, Il CEMO, là, au 39 Saint-Jean-Baptiste pour le 41 Saint-Jean-Baptiste. Donc, un restaurant là, avec terrasse là, qu'on vient là, nous mentionner qu'on est en faveur du tout. Donc, le tout là, sera entendu devant la Régie des alcools et des courses et des jeux. Mais comme municipalité, on peut s'opposer et nous, on vient de dire là, qu'on est en faveur. Donc, c'est quand même intéressant de savoir aussi que sur notre rue principale, hein, sur la rue Saint-Jean-Baptiste, qu'on avait plusieurs locaux qui étaient là, désertés de restauration. Et là, on voit qu'il y a des gens là, qui décident de reprendre les locaux pour ériger des commerces de restauration. Donc, c'est quand même de bonnes nouvelles. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Ménard et j'ai M. Boily qui seconde. En E5, dépôt de demande d'aide financière, programme d'aide aux infrastructures de transport actif. En A, transport actif dans les périmètres urbains. C'est une subvention du ministère des Transports qui finance à 50 %, donc c'est pour le secteur des moissons. On va y aller là, pour une nouvelle piste cyclable dans ce quartier donc, qui est à la charge de la Ville. Là, c'était dans l'entente promoteur qu'on avait négocié avec le promoteur. Donc, c'est un projet là, de 180 000 $ qui sera subventionné à 50 %. Et en B, on a aussi avec Vélos 3 un autre programme là, qui nous permet là, d'avoir des subventions à 50 % Ça, il y aura deux éléments. Donc, le premier, c'est pour le parc du Gouffre. On sait qu'avec les inondations de 2023, il y a eu quand même là, notre sentier hein, qui passe, qui est en poussière de pierre, avait été là, abîmé fortement. Et on va venir réparer le tout là, cette année. Ça sera refait en poussière de pierre. On parle d'un montant de 125 000 $ qui est subventionné à 50 % Et on a aussi là, au niveau du stationnement de la clinique médicale, là, on a vu tantôt aussi les images là, où l'ancienne clinique vétérinaire, là, on viendra rejoindre le chemin de l'Équerre, donc avec la route verte, ça aussi, c'est subventionné à 50 % Donc, c'est un grand total un projet de 346 000 $ qui sera subventionné là, à 173 000 Donc, ce sera un coût total de 173 000 pour la ville de Baie-Saint-Paul. Je vais le proposer. Donc, Mme Bouchard propose et j'ai M. Duchesne qui seconde. Donc, c'est vraiment une demande d'aide financière et par la suite, on reviendra pour décréter les sommes.
En E6, sécurisation de la toiture de l'hôtel de ville, hein, suite à des visites là, de la CNESST, on se doit d'apporter des correctifs sur le toit l'hiver. C'est un toit plat ici, donc lorsqu'il y a le déneigement du toit, on doit sécuriser le tout et on devra le mettre entre autres des garde-corps et pour sécuriser en fait le travail de nos employés. Donc c'est un montant total de 27 000 $ avec l'installation. Donc on parle de dessous là, dans notre fonds de roulement. Donc on se prête de l'argent à nous-mêmes là, pendant 5 ans. Donc on n'a pas besoin d'emprunter. Donc est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Ménard et j'ai M. Fizette qui secondent. Au chapitre de l'urbanisme et de la mise en valeur du territoire, 3 points ont été traités. Une firme spécialisée en urbanisme se verra donner un contrat par la Ville au courant des prochains mois pour pallier le manque de personnel et la forte demande de permis à émettre durant la période estivale. Urbanisme et mise en valeur du territoire, demande de permis en zone PIA, Montée-Tour-L'Oignon. Le lot 4 01 601, c'est pour la construction d'un bâtiment principal, donc 12,19 mètres par 10,52, une hauteur là, de plus ou moins 7 mètres. Revêtement extérieur, fibro-ciment couleur pierre des champs, toiture en bardeau, couleur bois flotté canadien, porte et cadrage des fenêtres, soffit et fascia noire. Donc, c'est conforme à notre réglementation sur les PIA. Le comité consultatif d'urbanisme recommande aussi au conseil municipal d'accorder la demande de permis. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Fizette qui propose et j'ai M. Bessonne qui seconde. E8, émission des permis mandat à la firme Urbanisme et Ruralité. Donc, c'est pour qu'on puisse octroyer un contrat à Mme Geneviève Bessette. Actuellement, on a une inspectrice en urbanisme qui est en arrêt de travail et je ne vous cacherai pas que c'est le moment de l'année où on est le plus sollicité au service d'urbanisme. Hein. Les gens déposent des demandes là, pour des permis de rénovation. Hein. Lorsqu'on change les toitures, tout ça, on ne fait pas ça en plein hiver. Donc, c'est l'été que les gens font des travaux et on est en pleine période. C'est la haute saison, comme on mentionne. Donc, on vient le donner là, un mandat jusqu'à concurrence de 20 000 $. Peut-être ça ne s'échelonnera pas, mais au moins pour les prochains mois. Et comme on est en saison estivale, il y a plusieurs vacances, tout ça. Donc, les équipes ne peuvent pas se suppléer. Donc, on vient donner ce contrat. Donc, c'est pris à même le budget là, dans notre fonds. Non, on va au niveau du surplus libre. Je dirais pour ça, il y avait eu correction. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Donc, j'ai M. Fizette et j'ai M. Ménard qui seconde. E9, comité consultatif d'urbanisme, renouvellement de mandat et nomination s'il y a lieu. Donc, on a 3 postes là, qui venaient à échéance sur le comité consultatif d'urbanisme. Il y a toujours un poste qui est vacant. Il y a un affichage en place là, qui vient de se terminer. Donc, ça, pour le poste qui est vacant, on n'a pas encore statué là, sur la personne là, qui sera nominée. Cependant, on vient reconduire le mandat de 3 personnes. Donc, M. Gaston Tremblay, M. Yvon Morin et M. Nicole Simard. Donc, je les remercie également là, pour le bon travail au courant des dernières années. Ces 3 personnes qui sont encore, hein, qui étaient membres du CCU depuis déjà plusieurs années et on vient reconduire leur mandat. Donc, merci à ces gens là, de s'impliquer au niveau de la ville de Baie-Saint-Paul et avec leurs connaissances qu'ils ont acquises au courant des dernières années. Ils ont développé quand même de bonnes compétences et je salue leur travail là, au nom des membres du conseil. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui a fait la proposition? J'ai M. Fizette et j'ai M. Duchesne qui seconde. Au chapitre des loisirs, des parcs et de la culture, 3 demandes ont été traitées. La Ville a accordé une demande d'aide financière à une association locale de hockey mineur. L'entente en développement culturel pour 2024 a été prolongée et une demande de financement pour un programme d'assistance financière pour des personnes handicapées qui participent au camp de jour municipal a été autorisée. E10, Association du hockey mineur Charlevoix-Ouest, contribution financière. C'est au niveau des tournois de hockey. Dans les dernières années, notre animatrice communautaire là, en loisirs du côté de l'aréna était là, à temps partiel. Donc, ça faisait en sorte là, qu'on ne pouvait pas là, aider autant qu'on le faisait dans le passé au niveau du service des loisirs. Donc, on venait subventionner une ressource. Là, on venait en fait donner une subvention à hockey mineur Charlevoix-Ouest qui, eux, l'embauchaient là, une ressource. Donc, c'est un montant de 8 000 $ qui était déjà dans nos budgets. Donc, c'est de l'argent là, comme la ressource était à temps partiel, elle était budgétée à temps complet. Donc, c'est de l'argent là, qui n'est pas là, déboursé de façon supplémentaire. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Ménard et j'ai M. Duchesne qui seconde. E11, dépôt de la demande de financement au niveau de la capitale nationale à ARLHL
PH, pardon. Donc, c'est pour une subvention là, pour le programme d'assistance financière là, aux loisirs des personnes handicapées pour le terrain de jeu, donc le camp de jour qu'on a en saison estivale. Cet été, on envisage là, d'avoir 5 moniteurs, là, des jeunes qui sont souvent en ratio 1 pour 1 ou des fois 1 pour 2, des jeunes qui ont des besoins particuliers, souvent des jeunes des fois qui ont des troubles du spectre de l'autisme ou en déficience intellectuelle, déficience physique. Donc, on a accès à des subventions pour aider à payer le salaire des animateurs là, qui sont là, avec ces derniers. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose pour autoriser nos gestionnaires à déposer une demande de subvention? Belle proposition. Je t'appuie. Madame Bouchard et j'ai M. Boily qui seconde. E12, prolongation de l'entente en développement culturel 2024. C'est pour prolonger notre entente qu'on avait là, jusqu'en 2025. Là, c'est suite à des discussions avec le ministère de la Culture et des Communications. Il y avait également là, des sommes là, qui étaient là, résiduelles en 2024, donc qui pourront être transférées en 2025. Donc, c'est un programme d'entente culturelle qui nous permet là, de développer quand même plusieurs choses. Baie-Saint-Paul est une ville qui rayonne en culture, hein, ce domaine fait partie de notre carte d'affaires. Donc, on est bien heureux là, d'investir là, en culture. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Proposer. M. Boily et j'ai M. Besson qui seconde. Pour les affaires nouvelles, les délégations et les demandes diverses, 3 points ont été traités. La Ville a annoncé sa participation au défi Bouger en cœur et a octroyé une commandite à l'Association de la conservation de la vallée du Gouffre. L'administration a également accepté de prêter gratuitement l'aréna à un comité chargé du 50e anniversaire de la polyvalente Saint-Aubin. F, affaires nouvelles, délégation demande diverses en 1. Défi Bouger en cœur, participation de la Ville. Hein, c'est le défi qui est organisé par le Club Bon Cœur de Charlevoix. Cette année, j'en assume la présidence d'honneur, donc je suis leur porte-parole pour cette édition. Et on a fait une équipe à la Ville de Baie-Saint-Paul, donc on est autour de 50 personnes dans l'équipe, donc c'est quand même une belle équipe. L'importance de bouger, hein, de pratiquer l'activité physique, c'est pendant tout le mois de mai. Ce qu'on souhaite, c'est que les gens puissent bouger là, 150 minutes d'activité physique par semaine, que ce soit d'aller marcher, que ce soit de courir, que ce soit de faire de la natation, tout ça. C'est le rendez-vous de la santé aussi ce week-end. Donc, dimanche, c'est une bonne occasion là, de pouvoir là, bouger. Les saines habitudes de vie, on n'en parlera jamais assez. Hein. Des fois, on se dit qu'on attend avant d'être malade pour se prendre en main, mais des fois, lorsqu'on a quelques petits bobos, on réfléchit qu'on aurait dû bouger avant, mais je pense qu'il n'y a jamais trop tard pour se mettre à l'activité physique et on ne demande pas à tout le monde d'être de grands athlètes et d'être sur la ligne de course, mais au moins de pouvoir là, bouger un petit peu plus. Donc, pour l'inscription de l'équipe de la Ville, donc c'est un montant de 100 $ qui sera donné au Club Bon Cœur. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Fizette propose et j'ai M. Boily qui seconde. F2, Association de la conservation de la vallée du Gouffre, commandite, hein, l'association qui s'occupe là, de la coordination des activités là, de la pêche au saumon sur la rivière du Gouffre. On sait que cette année, d'autant plus que ce sera un défi supplémentaire pour eux, hein, avec la pêche au saumon là, qui devra être avec remise à l'eau. Hein. Le gouvernement du Québec, cette année, interdit là, de garder les saumons. Donc, les pêcheurs qui s'adonnent à cette activité doivent les remettre à l'eau. Et au niveau de la Ville de Baie-Saint-Paul, là, on vient contribuer pour une commandite. Hein. Ils sont à produire un dépliant d'information et on va acheter de la publicité là, pour un montant de 300 $. La pêche au saumon, c'est une activité tout de même là, économique hein, pour la ville, pour la région. Il y a plusieurs personnes qui viennent pour des activités touristiques l'été, hein, qui viennent pour la pêche au saumon ici dans la région, donc qui viennent consommer des services, qui vont dans les établissements de restauration, qui louent des chambres d'hôtel, qui vont dans les terrains de camping. Donc, je pense que ça vaut la peine là, de pouvoir faire notre bout de chemin là, pour un montant de 300 $. Est-ce que j'ai quelqu'un qui a fait la proposition? J'ai M. Ménard et j'ai M. Fizette qui seconde. F3, Comité des retrouvailles Saint-Aubin près de l'Aréna le 6 juin. Hein, ça a été médiatisé. Il y a une équipe, un comité organisateur qui organise une fête pour fêter les 50 ans là, de la polyvalente Saint-Aubin du centre éducatif. C'est le 6 juin en soirée. C'est du côté de l'Aréna. C'est le groupe Noir Silence là, qui sera de la partie ici à Baie-Saint-Paul. Il y aura d'autres personnes aussi qui vont s'adonner sur la scène. Donc, quelqu'un de Baie-Saint-Paul aussi, Samuel Racine. Il y a Carl Roberge. Donc, plusieurs personnes qui seront sur la scène. Et ça touche quand même les 50 dernières années. Il y a plusieurs personnes qui sont passées dans les murs
du centre éducatif. Et nous, au niveau de la ville, on vient passer gratuitement l'aréna pour cette soirée-là. Il y a seulement les frais reliés à la présence d'un employé là, qui devront là, être assumés par l'organisation. Lorsqu'on passe l'aréna pour des rassemblements comme ça, les assurances nous exigent d'avoir un employé sur place. On ne peut pas passer l'aréna exclusivement à des bénévoles. Donc, c'est pour cet événement. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai Mme Bouchard qui propose et j'ai M. Besson qui seconde. Par la suite, le maire a annoncé que la correspondance du mois d'avril 2025 avait été remise aux membres du conseil de ville. S'en est suivi la lecture des comptes de 25 000 $ et plus et l'adoption des comptes du mois d'avril 2025. En G, correspondance, donc c'est un dépôt. Les membres du conseil en ont eu copie et ont pu poser leurs questions à l'administration. On serait maintenant au point H, lecture des comptes de 25 000 $ et plus et adoption des comptes du mois d'avril 2025. Il y aura également la liste des amendements et le rapport des délégations. Donc, M. Gagnon, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Donc, au niveau du fonds d'administration, un total de 1 247 705, dont 854 424 représentent des montants de 25 000 et plus. À cela, nous avons Benoît Tremblay, entrepreneur général, le déneigement du domaine Charlevoix, un montant de 33 006. Nous avons la MRC de Charlevoix, la Côte-Port, une partie de la Côte-Port, 734 313. La Société de l'assurance automobile du Québec, immatriculation de plusieurs véhicules, 48 859. Et la tarification annuelle du réseau Biblio, 38 244. Au niveau des dépenses en immobilisation, c'est un très petit mois, donc un total de 402 352, dont 256 838 représentent des sommes de plus de 25 000 $. Il y a les entreprises Jacques Dufour, principalement là, du pavage, remboursement des retenues, un montant de 129 150. Il y a Bell Canada, déplacement de 4 poteaux sur le boulevard Monseigneur de Laval, un montant de 27 687. Construction BSL Inc., la construction de la passerelle cyclable qu'il y aura à côté du pont là, sur la 138, un montant de 71 058. Et le ministère des Transports du Québec, en lien avec les travaux sur le boulevard Monseigneur de Laval, certaines retenues spéciales, une libération d'un montant de 28 942. Donc, pour un grand total pour le mois d'avril, des sommes de 1 650 058. Et comme vous l'avez dit, M. le maire, effectivement, il y a le dépôt des amendements et transferts budgétaires ainsi que le rapport des délégations. Merci. Merci, M. Gagnon. Donc, je vais prendre un proposeur pour l'adoption des comptes ainsi qu'un secondaire. Donc, j'ai M. Boily et j'ai M. Besson qui seconde. Tous les conseillers municipaux ont pris la parole lors de la période d'intervention des membres du conseil. Ghislain Boily, Gaston Duchesne, Annie Bouchard et Michel Fizette ont tour à tour annoncé qu'ils avaient l'intention de se représenter à leur poste de conseiller municipal aux élections prévues en novembre prochain. Jean-François Ménard a pour sa part gardé le silence sur ses intentions, alors que le plus jeune conseiller, M. Xavier Besson, a annoncé ne pas vouloir se représenter pour des motifs de conciliation travail-famille. Donc, on est maintenant rendu à la période d'intervention des membres du conseil. Donc, d'habitude, je vais en ordre. Je vais y aller ce soir là, à main levée qui veut y aller. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un? Je peux commencer? M. Boily, allez-y, M. Boily. Je vais casser la glace. Deux choses. Première chose, j'invite les gens à aller à la bibliothèque, voir l'exposition qui est quand même, mettons, assez intéressante, qui s'appelle « Fragments d'une vie d'artiste ». C'est une artiste qui a maintenant rendu à 102 ans. Mais elle a fait un fragment, là, une synthèse de sa vie artistique, du théâtre, de la radio, et vous allez voir, c'est de toute beauté, et vraiment, là, puis c'est un prêt de la Société d'archives du Québec. C'est ça. Maintenant, d'autres choses. C'est sûr que vous ne serez pas sans surprise pour personne que nous sommes à 173 jours des élections municipales. Les élections municipales, nécessairement, c'est la démonstration sociale et démocratique qui nous est donnée de respecter le contexte de nos expressions très populaires et très à la mode. C'est avec fierté et fébrilité que je suis en mesure de vous affirmer
que je serai intéressé pour exercer un mandat, un troisième, pour le district 6. Je vous fais fi de tout le temps que j'ai engagé à la réalisation de certains travaux tout au cours de mon mandat. Je n'avais qu'à penser Pont-Saint-Placide, la route Saint-Benjamin, Génératrice et la pompe de l'Équerre, la côte de Pérou, on en a parlé tout à l'heure, les impliqués également au niveau du village relais, au niveau de la culture, dans tout son ensemble, également de l'urbanisme. J'aime travailler en équipe et les résultats sont concluants dans l'ensemble de Ville Baie-Saint-Paul. Tout se fait en équipe. Imaginez les projets à venir. Vous n'avez qu'à penser à bientôt l'INRS qui est en embryon pour Ville Baie-Saint-Paul. D'un naturel attentif et fiable, je suis à l'écoute et souhaite imprégner le respect et la confiance. C'est ce que je demande aux gens de mon district pour les 4 prochaines années. Le respect ne se doit pas, il se mérite. Et ce que j'ai tenté de faire durant toutes ces années avec chacun de mes concitoyens et tous les gens de Baie-Saint-Paul en général. Je souhaite de tout cœur avoir votre confiance et par une panoplie de réalisations à venir et en cours de réalisation. Je suis en place et sur place. Il serait donc de mise de me considérer comme un des vôtres pour me faire confiance et compléter de tout cœur un troisième mandat. Si le respect se cultive, la confiance se récolte. Pour conclure, qu'être élu est un privilège, mais être votre représentant est le désir et le souhait de tout mon cœur. En politique, il ne suffit pas de changer pour changer, mais voir et apprécier ce qui a été fait auparavant. Et être avec vous et pour vous est un honneur incommensurable et incalculable. Donc, le 2 novembre, j'espère compter sur votre appui. Merci. Merci, M. Boily. Maintenant, M. Duchesne. Dans la foulée de mon confrère, qui a été très explicite et très volubile, moi, j'annonce aussi également que je serai de retour avec fierté et enthousiasme aux élections de novembre prochain. Comme vous le voyez, je suis quand même assez en bonne santé. J'ai toujours la motivation et le désir profond de m'impliquer dans tous les dossiers municipaux. Au cours du dernier mandat, j'ai siégé principalement à la Boirie, en loisirs, en culture, à Maison-Mère, à Destination Baie-Saint-Paul, à l'Office municipal d'habitation, maintenant devenu l'ORH de la MRC de Charlevoix, et comme maire suppléant. Plusieurs projets concrets ont vu le jour. Pour ma part, je vais parler de ce qui s'est passé dans mon district, mais je pense qu'il y a des personnes qui vont être à même de donner plusieurs autres exemples de ce qui s'est passé dans la belle ville de Baie-Saint-Paul. Donc, pour moi, la réfection de la rue de la Lumière, avec les trottoirs, la bande cyclable, c'est pas rien, c'est l'entrée de notre ville, sécuritaire et accessible à tous pour circuler en toute sécurité. Installation d'une pompe de refoulement, moi aussi, sur rue Fafard, ça n'a pas été facile. Asphaltage du rang Saint-Antoine, ça c'est également. Et aussi, je tiens à mentionner que j'ai comme projet certaines choses dont je vais revenir ultérieurement, mais je vais vous faire un petit peu un étendard tout à l'heure. Dans une ville comme la nôtre, de près de 8000 habitants, qui probablement au prochain recensement aura 8000 habitants, ce n'est pas le travail qui manque. Donc, les défis, ils sont nombreux. Modernisation de nos systèmes d'eau usée qui est à venir. C'est très important parce que présentement, le ministère nous limite en termes de développement potentiel. Réaménagement de la rue Leclerc. On en parle depuis plusieurs années, mais normalement, dans le prochain mandat, ça devrait être mis en branle. Amélioration du réseau routier local et surtout du réseau routier rural. On a 3 districts qui ont des besoins en rural. Et comme vous le voyez, on en a fait un peu partout. Saint-Placide en a eu, moi j'en ai eu. Mon ami là-bas de Saint-Ours ou Sainte-Catherine en a eu aussi également. Donc, on a partagé un peu les sommes à investir sur notre réseau pour améliorer le transport de tout le monde. Et il y a également
le développement des moissons, qui est un projet, on peut dire, quand même signature de Baie-Saint-Paul, qui va faire de notre communauté ou un développement, disons, potentiellement plus qu'intéressant. Donc, je sollicite un nouveau mandat. Je vais solliciter un nouveau mandat. Et c'est avec plaisir que je vais le faire. Et je vais aller voir tous mes concitoyens et concitoyennes. C'est avec plaisir et fierté que je vais essayer de nouveau de les représenter. Donc, merci à vous tous pour votre écoute. Merci, M. Duchesne. Mme Bouchard. Oui, donc moi, je vais d'abord commencer. Il y a plusieurs citoyens qui se posaient la question puis qui posaient des questions sur Internet. Est-ce qu'il va y avoir le jour de l'arbre? Oui, je vous confirme que le 25 mai prochain, donc c'est un dimanche, de 9h à 16h, il va y avoir à la Maison Mère, là, dans le coin du potager, la remise d'arbres comme dans l'habitude. Par contre, cette année, pas de réservation d'avance. Donc, premier arrivé, premier servi. Par résidence, on a droit à 4 arbres de différentes espèces, dont différentes épinettes, différents pins, érables à sucre. En tout cas, il y a vraiment différentes options. Apporter des contenants aussi parce que ceux qui voudront se procurer de compost vont pouvoir le faire. Fait que mettez ça dans votre agenda le 25 mai prochain de 9h à 16h. Si vous oubliez les informations, je sais qu'il a fait une publication là, sur le Facebook de la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, allez voir vraiment, là, tous les détails s'y retrouvent. Puis, bon, je vais me lancer aussi, là, vu que les deux autres, mes deux confrères l'ont déjà fait. Puis, je me fais poser beaucoup la question là, ces derniers temps. Donc, est-ce que je me représente, oui ou non? Oui, j'ai l'intention de me représenter. Vous le savez, je pense que c'est visible. Je suis la seule représentante actuellement féminine. J'ose croire que j'apporte vraiment une vision différente aussi là, au sein du conseil du conseil municipal, désolé. C'est sûr que j'aimerais bien qu'il y ait d'autres femmes qui puissent se présenter également. Je fais partie aussi d'une minorité au niveau des personnes handicapées. Je pense que j'ai prouvé dans mon dernier mandat, même s'il y a des gens qui avaient un doute, qu'est-ce qu'une personne avec un handicap visuel pourrait faire. Je pense que j'ai prouvé ma valeur, c'est-à-dire que j'ai travaillé autant que mes confrères malgré mon handicap parce que la technologie me permet aujourd'hui de tout lire mes documents comme tout le monde, mais d'une façon différente parce que la technologie est adaptée à ma vision. Je peux faire des beaux projets. Quand je me suis présentée, j'ai dit j'apporte mon communautaire dans ma communauté. C'est ce que j'ai fait tout au long de mon mandat et que je vais faire jusqu'à la fin de ce présent mandat. Vous le savez, oui, je me suis impliquée beaucoup là, dans différents dossiers administratifs au niveau de la voirie. Je voulais y faire des changements. Je pense qu'on a fait des beaux changements positifs. Avoir une vigie aussi, je suis une gestionnaire, moi, dans la vie, d'abord et avant tout, sur les budgets. On a vu tout à l'heure la présentation des états financiers. On voit que, oui, il y en a qui trouvaient qu'on mettait le budget très serré, mais on voulait quand même ne pas diminuer le service aux citoyens. Je pense qu'on a réussi, là, malgré le sinistre qui est arrivé, qui était quand même une bonne épreuve pour tous, là, particulièrement ceux les plus touchés. On a quand même réussi à bien faire les choses. Puis vous le savez, là, j'ai mon petit bébé là, depuis un peu plus de 3 ans que je travaille dessus. Le conseil municipal me fait confiance de ce côté-là. J'ai une belle collaboration au niveau administratif. J'espère beaucoup pouvoir, dans mon prochain mandat, couper le ruban rouge pour offrir à la population des logements abordables. Des logements abordables, on en parle là, pas juste au Québec, on en parle au Canada, puis on en parle dans bien des pays dans le monde. Je pense que Baie-Saint-Paul, on mérite nos logements abordables. J'y travaille fort. Il me reste encore là, quelques semaines pour pouvoir signer là, avec notre conseil d'administration, avec la SHQ. Fait que je sollicite un prochain mandat. Je me présente aux prochaines élections. J'espère que vous allez me faire confiance comme vous m'avez fait confiance dans ce premier mandat-là. J'ai appris beaucoup durant mon mandat. Je me suis rendue disponible pour les citoyens. J'ai fait vraiment de mon mieux avec tout mon cœur, avec toutes mes connaissances, puis en collaboration avec l'administration. Fait que j'espère que vous allez me faire confiance, puis j'espère pouvoir être réélue pour pouvoir vous livrer mes logements abordables, mais aussi améliorer toute la qualité de vie qu'on peut avoir dans notre super belle ville de Baie-Saint-Paul. Merci, Mme Bouchard. M. Ménard.
pour faire suite, je vais couper court. C'est pas de ça que je parle. Alors, je voudrais vous inviter, moi, à l'Assemblée générale annuelle de Maison-Mère. Comme plusieurs le savent, je suis président du conseil d'administration de Maison-Mère en étant conseiller municipal. Et à l'Assemblée qui va avoir lieu le 18 juin, on va vous présenter ce qui s'est passé dans les dernières années, mais surtout, aussi, on est à se projeter dans l'avenir. Alors, plusieurs projets vont être présentés ce soir-là. Venez nous voir, venez nous rencontrer, ça va nous faire plaisir. Puis en même temps, vous pourrez rencontrer les gens du conseil d'administration. Et il y a des belles choses qui s'en viennent pour Maison-Mère. Alors, ça va être un rendez-vous. Merci. Merci, M. Ménard. M. Fizette. Oui, M. le maire. Le docteur Jean-Pierre Després, PhD, physiologiste, souligne dans son article publié dans le magazine Charlevoix du 22 avril dernier que la santé d'une personne est influencée à seulement 20 par le système de santé. Les facteurs socio-économiques comme éducation, emploi, revenus, soutien familial, sécurité communautaire représentent 40 mode de vie, tabagisme, alimentation, activité physique, alcool, 30 M. Fizette, peut-être juste de vous approcher de votre micro, on nous fait le signal. OK. La distance n'est pas adéquate. On est d'accord de même? Oui. J'ai des signes des techniciens en arrière, c'est bien. Alors donc, et l'environnement, finalement, l'aménagement urbain, la qualité de l'air et de l'eau, 10 J'ai trouvé cet article d'intérêt écrit par un spécialiste des sciences biologiques, directeur scientifique du Centre de recherche en santé durable et professeur de l'Université Laval. Selon lui, améliorer la santé passe par une action concertée des individus et de tous les milieux, que ce soit gouvernemental, municipal, communautaire, santé et services sociaux, affaires, éducation et recherche, au sein des territoires et des communautés. L'article m'a incité à poser à nouveau un regard sur notre organisation municipale, pour laquelle je me suis investi comme élu avec mes collègues du Conseil afin de représenter l'intérêt des citoyens et des citoyennes. Ce regard attentif m'a permis de mettre en lumière les actions de notre organisation. La voirie pour la qualité des infrastructures, réseau d'égouts, aqueducs, qualité de l'eau potable, aménagement du milieu, hygiène du milieu, les routes, ce genre de choses. La qualité de nos infrastructures est au rendez-vous, due notamment aux interventions vigilantes et de qualité de nos ressources humaines et de nos équipements. Tout n'est pas terminé, mais tout va quand même bon train. L'aménagement du milieu pour maintenir un regard attentif sur la protection de la biodiversité et pour veiller à l'enjolivement suscitant le bien-être. Les loisirs et la culture pour la santé physique et mentale qui, par ces activités, viennent éloigner les maladies chroniques, améliorer l'attention, la concentration et les autres fonctions du cerveau, diminuer le stress, maintenir une bonne santé mentale et améliorer le sommeil. Le centre communautaire, les organismes à but non lucratif, les bénévoles, les événements pour ajouter à la qualité de vie. L'urbanisme et développement durable pour un aménagement réfléchi du milieu urbain et périurbain et pour la protection du territoire au profit du maintien de la qualité. Je suis fier de compter parmi les acteurs significatifs pour représenter mes concitoyens et citoyennes, et croyez-moi, l'ouvrage ne manque pas, comme vous avez pu le constater de par les propos de mes collègues, que je n'ai pas à répéter, en ont fait part pour représenter adéquatement, et je suis tout disposé à poursuivre la mission que vous m'avez confiée. C'est un rendez-vous aux élections de cet automne, puisque je vous annonce que je serai de la course, et je souhaite doubler ma majorité. Merci. Merci, M. Fizette. M. Bessonne. Donc, à mon tour, moi, par contre, je vais être un gâcheux de party.
Donc, permettez-moi de prendre quelques moments pour annoncer à mes concitoyens et concitoyennes du District 1 que je ne solliciterai pas de nouveaux mandats lors des prochaines élections municipales. Je vais, contrairement à certains de mes collègues, passer le bilan. Je n'ai pas besoin de le présenter à ce stade-ci. J'y reviendrai plus tard lors d'une séance suivante. Par contre, je peux vous fournir certainement la raison. Donc, j'ai bientôt 30 ans, dans un mois. Oui, hein, c'est ça. Puis, vous savez, il y a le voyons. Je suis un endroit, un carrefour dans ma vie. Donc, on est au travail, il y a la famille, j'ai 2 jeunes enfants, il y a l'implication citoyenne, puis il y a aussi moi dans tout ça. Donc, malheureusement, je ne peux pas être un excellent conseiller municipal tout en consacrant autant de temps que je voudrais à toutes les autres facettes de ma vie. Donc, les citoyens du District 1 méritent d'avoir un conseiller qui pourra, pour les 4 prochaines années, consacrer le plus d'énergie possible à défendre leur dossier. En ce sens, j'espère que l'annonce du fait que je ne me représenterai pas va encourager ou peut-être motiver des gens qui hésitaient à se présenter. Je ne sais pas, peut-être que ma décision allait avoir un impact sur la leur ou je ne sais pas. Peut-être que ça va motiver des gens à se présenter parce que c'est absolument nécessaire d'avoir une vision, une perspective autour de ce conseil municipal-là, différente aussi. Annie parlait là, du fait qu'elle est la seule femme du conseil, puis qu'elle apporte une perspective par rapport aussi à d'autres éléments. Moi, je fais descendre la moyenne d'âge au conseil. Donc, je vous le dis, là, en tout... Je n'ai pas le même objectif. Oui, c'est ça. Donc, j'encourage les jeunes à se présenter. J'encourage les gens du District 1 à choisir des gens qui vont... une personne qui va apporter une perspective là, nouvelle, qui va continuer les grandes réformes qu'on a entamées. Parce qu'on a apporté une nouvelle vision, je pense, puis je pense que c'est important qu'elle soit perpétrée, puis qu'ils soutiennent cette équipe-là, si tous se représentent et tous regagnent leurs élections, tous et toutes. Donc, j'espère vraiment là, qu'il y ait des gens, des candidatures de qualité qui vont se présenter là, au District 1, aux prochaines élections. Puis, c'est vraiment pas là, personnel. Là, j'apprécie chacun de mes collègues conseillers, particulièrement notre maire, qui a un leadership, je crois, incroyable. Je l'avais appuyé en 2021. Je le réappuierai en 2025 sans hésiter. Donc, merci beaucoup. Bien, merci, M. Bessage. Oui, allez-y, M. Fizel. Oui, je veux juste ajouter que je comprends très bien la position de M. Besson. On a déjà été jeunes, on sait ce que ça requiert comme énergie quand nous avons une jeune famille. Moi-même, j'avais 4 enfants à cet âge-là. Et aussi les responsabilités professionnelles qui entourent tout ça. Mais il faut savoir aussi que le travail du conseiller municipal, c'est un travail qui est très exigeant. Il demande de la recherche, qui demande beaucoup de lecture, qui demande de partage et de négociation même, on pourrait aller jusque-là. Et M. Besson était, pour moi, une personne, une ressource très importante pour le conseil. Et puis, je ne veux pas anticiper là, pas la responsabilité, mais l'engagement d'un futur remplacement. Mais je suis déçu, tout en étant content quand même que tu prennes le temps de mettre un accent positif à tout ce qui entoure ta vie. C'est capital à ton âge de le faire. Et puis, s'il n'est pas dit que plus tard, même beaucoup plus tard, que tu puisses revenir t'occuper des choses de la municipalité. Alors, c'est faisable, ça. Entre-temps, il va accumuler de l'expérience et puis il va pouvoir nous enrichir ultérieurement.
et espérant que je pourrais être encore là à ce moment-là. Merci. Merci, M. Fizette. Moi, je n'ai pas grand-chose à annoncer. C'est déjà annoncé que je vais ressolliciter un second mandat à la mairie de la ville de Baie-Saint-Paul. Une citoyenne est venue poser une question lors de cette séance du conseil municipal. Elle souhaitait avoir des précisions sur l'attribution de fonds octroyés à la ville par le gouvernement québécois pour mener des projets en lien avec l'adaptation au changement climatique. Donc, sans plus tarder, on va aller maintenant aux questions du public. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui voulaient aller au micro? Je vous inviterai peut-être à aller à l'arrière puis juste vous présenter avant de pouvoir poser votre question. Je vais la faire après celle-là qu'on a reçue au préalable. Bonsoir. Peut-être juste... Bonjour, 1, 2, test. Oui. Ça fonctionne? Super. OK. J'ai essayé de prendre des petites notes là. Pour faire du pouce sur ce que M. Fizet disait. Excusez-moi, juste de vous identifier puisqu'on puisse le... Bonjour, excusez, c'est la première fois que je viens dans un conseil de ville de ma vie. Ça prend une première. Bienvenue. Ça sera pas parfait. Bonjour, je m'appelle Cynthia. Je suis résidente de Baie-Saint-Paul. J'habite dans le quartier de Saint-Joseph, tout ça. En fait, pour faire du pouce sur ce que M. Fizet disait, il y a un article qui est paru dans The Lancet, une des plus grandes revues scientifiques médicales au monde, qui disait que les changements climatiques étaient la plus grande menace à la santé du 21e siècle. Mais il disait aussi que c'était la plus grande opportunité pour la santé globale qu'on avait. Baie-Saint-Paul va recevoir 85 000 $ du fonds Oasis pour verdir les villes, pour être plus résiliente face au changement climatique. C'est vraiment une bonne nouvelle. Je suis contente d'avoir appris ça dans les journaux. Cet hiver, moi, pour faire une parenthèse, j'ai étudié en environnement à l'université. Puis cet hiver, j'ai participé aux audiences dans le cadre d'un BAP sur le projet éolien des Neiges, secteur Charlevoix. J'ai même déposé un mémoire. J'ai compris que les risques de crue, c'était une préoccupation qui était partagée par plusieurs citoyens. J'ai aussi compris que la ville travaillait sur un suivi des eaux dans le village, au centre-ville. Mais ce qui a retenu mon attention, c'est que ce qui se passe en bas, ça part d'en haut. Puis, plusieurs personnes ont d'ailleurs nommé l'importance de faire une surveillance dans l'arrière-pays puis de garder ou restaurer une certaine végétation dans l'arrière-pays pour limiter les risques de crue puis assurer une certaine résilience, justement, au changement climatique. C'est comme le but du fonds octroyé par Oasis. Ma question est la suivante. Je sais que c'est un gros contexte. Est-ce que les enjeux liés à l'aménagement dans l'arrière-pays pourraient faire partie des considérations du plan de végétalisation de la ville? Puis quand je parle de végétalisation dans l'arrière-pays, je parle de maintien de couverts forestiers, de restauration de milieux humides, toutes des solutions qui permettent de ralentir l'écoulement des eaux, favoriser l'infiltration plutôt que le ruissellement, puis ce qui permet aussi de maintenir les structures au sol, puis diminuer aussi l'érosion, puis ça a plein de bienfaits. Fait que c'est pas mal ça ma question. Pour l'instant, je vous dirais que ce qui a été au niveau de Oasis, c'est vraiment pour le territoire même de la ville de Baie-Saint-Paul. Mais si vous faites le parallèle avec le projet éolien, oui, il y a quand même des choses qui sont prises en considération avec ce qui est en arrière-pays, comme vous le mentionnez, parce que c'est vrai que ce qui arrive en haut va se retourner en bas. Le BAP, on devrait avoir les résultats quand même prochainement, à savoir s'il y a une recommandation qui est positive ou qui est négative auprès du ministre de l'Environnement. On verra si le projet va de l'avant. J'imagine que le ministère va peut-être mettre des conditions ou en discuter, tout ça. Il y a des études qui doivent avoir lieu. Il y avait des compléments d'informations que je pense que les gens aussi de Boralex devaient compléter. Puis si le projet n'a tout simplement pas lieu pour les raisons puis qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale, je pense que le dossier sera réglé. Mais pour le projet Oasis, pour l'instant, c'est vraiment sur notre territoire de Baie-Saint-Paul. Mais est-ce qu'il y a d'autres interventions possibles? Il faudrait valider. Nous, ce qu'on a fait, c'était la demande de subvention. On a reçu la subvention, mais là, je ne sais pas si au niveau de la fonction publique, si M. Gagnon, vous avez de l'information, mais je ne pourrais pas vous dire ce qu'on va faire. Sinon, c'est qu'on va prendre vos coordonnées, puis on va valider l'information auprès du titulaire de projet, puis on pourra vous compléter l'information. Allez-y, M. Gagnon. Il y avait juste un autre élément qu'on peut rajouter, M. le maire, c'est que derrière le projet Oasis, qui est pour les îlots de chaleur, il y avait un élément qui
sur lesquels il va y avoir des publicités qui vont être faites à la ville au niveau de la gestion de la grille du frein, dans le fond, où il va y avoir une potentielle perte de couverts forestiers dans la ville et qu'on voulait la compenser. Donc, la plupart des sommes étaient allouées à s'assurer de ne pas empirer la situation au centre-ville et dans le secteur urbain. Donc, c'était un peu l'initiative derrière ça initialement. C'était vraiment la majeure partie, parce que comme M. Gagnon le dit, c'est vrai, on a une épidémie, si je peux dire ça comme ça, de la grille du frein dans le centre-ville, puis ça coûte quand même des bonnes sommes, puis ça, c'était pour remplacer ça, puis que c'était vraiment pour le centre-ville, mais tu sais, je pense pas qu'on avait des sommes dans l'arrière-pays, là, M. Gagnon. Non, parce qu'effectivement, là, on est en train, avec la Coop de l'arbre, différents partenaires, d'établir le diagnostic de nos arbres contaminés puis de ce qu'on peut pouvoir faire. Effectivement, le gouvernement fédéral a signifié que la région était désormais désignée comme attaquée d'une certaine façon par la grille du frein, là. Donc, il va falloir prendre des décisions. Puis l'autre élément, c'était que pour être capable d'avoir un couvert forestier assez acceptable à court terme, il ne faut pas planter des petits arbres, là, donc c'est des montants qui peuvent être importants. Fait que c'était comme ça que ça a été déposé au début. OK. Je pensais qu'il y avait des... La réflexion que moi j'avais... J'ai-tu droit de... Oui, allez-y, okay. allez-y. Moi, c'est ça, je me disais peut-être qu'il y avait des enjeux liés aux inondations puis des solutions en phytotechnologie qui seraient basées justement pour être plus résilients face à ces enjeux-là liés à l'eau, comme les jardins de pluie, les parcs éponges, assurer une plus grande diversité, ce qui serait bon aussi pour les enjeux de la grille du frein. C'est sûr qu'actuellement, comme on dit, c'est le projet Oasis, c'est vraiment la grille du frein qui était pour ce projet-là. Mais en contrepartie, au niveau des inondations, il y a des études encore qui ont cours présentement sur les différents cours fluviaux de Baie-Saint-Paul, que ce soit la rivière des Morts, la rivière du Gouffre ou encore du Bras du Nord-Ouest. Il y a des études, des rapports d'études, en fait, qui commencent à entrer. Il y en a d'autres qui vont arriver au courant des prochains mois. Puis là, on étudie vraiment toute la rivière, les rivières, en fait, dans son entièreté. Puis lorsqu'on aura vraiment des conclusions, puis il va y avoir des consultations, puis là, ça sera de voir est-ce qu'il y aura justement des parcs éponges, est-ce qu'on aura des bassins de rétention, est-ce que dans certains secteurs, on devra mettre des ouvrages de protection, est-ce qu'on devra en rehausser certains existants. Ça, c'est toutes des choses qui vont être à discuter puis qui vont s'en venir, mais ça, c'est vraiment les études qui sont actuellement là, payées par les programmes PRAFI là, du ministère des Affaires municipales, là, pour les études sur les rivières, alors que le programme Oasis, le projet qu'on a présenté puis qui a été retenu par l'environnement, c'était vraiment le projet là, pour la grille du frein au centre-ville. Parfait. Bien, merci beaucoup d'avoir répondu à ma question. Ça fait plaisir. Ça s'est bien passé. Une autre citoyenne a soumis une question par courriel concernant les mini-maisons de la rue Alfred-Morin. Juste avant de terminer, on a une autre question, c'est vrai, M. Bouchard, allez-y avant que je fasse le mot de la fin. On avait une question qu'on avait reçue. Oui, j'ai reçu une question écrite. Bonjour, mon nom est Roxane Turgeon. Je suis résidente de Baie-Saint-Paul. J'aimerais savoir ce qui est prévu avec le projet de mini-maison sur la rue Alfred-Morin. Je serais intéressé à faire l'acquisition d'une telle maison. Merci de votre attention. Merci, M. Bouchard. Oui, les mini-maisons, on en a présentement 2 qui sont sur la rue Alfred-Morin. Il y en aura 3 autres qui vont arriver à la fin 2025. Ça avance. On a hâte. Moi aussi, j'ai hâte le premier là, de voir des personnes dans ces maisons. Aujourd'hui, dans mon statutaire avec la direction générale, je maintenais encore l'importance qu'on puisse aller rapidement avec ce projet-là. On est à compléter l'aménagement. L'aménagement extérieur est débuté par nos équipes d'embellissement, donc pour qu'on puisse là, mettre entre autres des cèdres puis aménager les terrains. Nos équipes des travaux publics sont à donner les contrats là, pour terminer l'intérieur au niveau des armoires, là, des médisteries. Là, ça va se faire au courant des prochaines semaines. Ce qui est prévu, c'est qu'il va y avoir là, un appel de candidature là, au courant de l'été, probablement. Puis même dans les prochaines semaines avant l'été, là, si on est capable, on va le faire. Il va y avoir des critères spécifiques. Donc, les 2 maisons, je l'avais déjà mentionné, mais je le redis ce soir, là, les 2 maisons vont être à vendre. Le but, c'est de les vendre le moins cher possible. Évidemment,
évidemment, les gens qui vont vouloir les acheter vont devoir être des résidents de Baie-Saint-Paul. Donc, ça ne pourra pas être des gens de l'extérieur. La location des mini-maisons ne sera pas possible. Donc, ça va devoir être des résidents de Baie-Saint-Paul qui vont en faire leur résidence principale. Donc, ça ne pourra pas être un pied-à-terre à Baie-Saint-Paul ou encore une résidence que quelqu'un décide, je vais la louer, je vais faire de la location touristique. Ça va être interdit. La Ville aussi pourra les réacheter dans le futur. Donc, on aura la clause de premier refus, comme on dit. Donc, si quelqu'un décide de les revendre au bout de 2 ans, bien, il va devoir l'offrir en priorité, en première priorité à la Ville de Baie-Saint-Paul. Donc, la Ville va pouvoir la racheter au prix qu'elle l'a payé, là, moyennant l'indexation, tout ça. Mais le but, c'est qu'on veut éviter, évidemment, là, d'avoir là, de la spéculation. Quelqu'un qui l'achèterait à un prix X puis qui le vendrait là, le double l'année d'après. Donc, si on veut éviter ça, il y aura fort probablement aussi tirage au hasard, puisque ça va être, on s'attend d'avoir plus que 2 personnes qui seront intéressées. Donc, ceux et celles qui répondront aux différents critères, il y aura tirage par la suite. Mais ça, on va donner les informations, là, éventuellement, là, toutes les informations. Puis le but, là, c'est que pour l'automne, là, à la fin de l'été, début de l'automne, qu'on puisse là, procéder là, vraiment aux transactions puis vendre les 2 premières mini-maisons. Et les 3 autres là, vont arriver à la fin de 2025. Donc, ça va être plus en 2026 que le projet là, va se faire. Il va y avoir des visites aussi qui seront possibles là, au courant de l'été, tout ça. Donc, ça s'en vient, on avance, on a bien hâte aussi, mais comme je vous dis, là, il reste des petites étapes là, pour faire en sorte qu'on puisse les vendre. En terminant, le 31 mai, 1er juin, hein, ça sera le Grand Prix cycliste de Charlevoix qui aura lieu sur nos routes à Baie-Saint-Paul, comme à chaque année. Je le mentionne, c'est important d'être courtois. Il va y avoir des vélos un peu partout dans les différentes rues de Baie-Saint-Paul, sur les routes nationales aussi. Le vendredi soir, hein, c'est le Critérium qui se déroule dans le quartier Filion. Donc, la circulation automobile là, est fermée lors de cette soirée-là. Le lendemain matin, c'est dans le secteur du chemin Saint-Laurent. Il y aura aussi la côte de Sainte-Croix le samedi en fin de journée. Puis, il y a le Grand Prix de Charlevoix là, qui a lieu là, sur plusieurs routes et routes municipales là, et provinciales aussi le dimanche. Donc, la courtoisie est importante, de faire attention aux cyclistes. C'est un événement aussi économique d'importance qui amène des revenus là, importants dans la région et on a une réputation qui est indéniable en matière de vélo dans notre région, donc c'est important de la maintenir. Donc, sur ça, ça complète notre séance. Donc, je vais prendre un proposeur pour la levée de la séance. J'ai Mme Bouchard et j'ai M. Fizette qui seconde. Donc, merci et bonne fin de soirée. La prochaine séance ordinaire du Conseil de ville de Baie-Saint-Paul se tiendra le lundi 9 juin 2025.